Bonjour à tous, merci de nous rejoindre. Nous sommes en direct du musée de l'air et de l'espace au Bourget en région parisienne. Et ce que vous voyez est bien un authentique Concorde, cet avion qui a marqué l'histoire de l'aéronautique. Pour être plus précis, il s'agit du Sierra Delta, l'un des derniers Concorde Air France à avoir volé et qui a été remis au musée le 14 juin 2003, quelques jours après avoir achevé l'exploitation supersonique de la ligne Paris-New York en se posant à Roissy. C'est un avion qui reliait la France à Big Apple en moins de 3h30 et qui disposait de 100 sièges. Alors attachez votre ceinture, nous vous emmenons pour une visite dans le temps, une visite à l'intérieur du Concorde en compagnie de notre guide, monsieur Alain Roland, qui est là également pour répondre à toutes vos questions autour du Concorde et de son histoire. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Monsieur Roland, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu l'histoire de ce projet fou? Comment est né le Concorde? Bonjour. Alors, le Concorde, en fait, c'est un avion comme le 747 dont l'histoire débute au début des années 60. Euh, Après l'arrivée des avions de ligne à réaction au début des années 50, eh bien, se pose la question de savoir quelle va être l'étape suivante. Avec 707 et DC-8, on a environ 150 passagers qui se déplacent à environ 900 km/h au travers de l'Atlantique et même sur des vols d'environ 11 heures entre Paris et Los Angeles par exemple. Et donc pour les constructeurs et les compagnies aériennes, quid de la génération suivante? Et à ce moment, deux options sont ouvertes. Soit on multiplie la taille de l'avion, et ça va devenir le 747, soit on multiplie par deux la vitesse du vol, et donc ça va être trois projets supersoniques dans le monde entier, dont un seul va connaître une réelle exploitation commerciale, c'est le Concorde. Donc un accord est signé en 1962 entre les États anglais, britanniques d'un côté et français de l'autre. C'est un peu surprenant parce que c'est un projet industriel qui est donc scellé. Il y a d'abord un accord industriel et puis ensuite un accord diplomatique qui ne compte que 7 pages. Un tel accord de nos jours prendrait un bataillon d'avocats fournissant au moins plusieurs centaines de pages d'accords. Mais là donc on lance ce projet énorme sur 7 pages seulement et par voie diplomatique. Et ensuite, eh bien, les ingénieurs, les techniciens travaillent. Alors c'est un projet qui remonte à plus longtemps, hein, à la fois côté français et côté anglais. On y a pensé dans les années 50, mais donc ça démarre au début des années 60 pratiquement. Et cet avion, le premier prototype qui vole donc en mars 69, eh bien, sort de chaîne en 1967. À la fin 1967, c'est la classique cérémonie qui est baptisée en termes américains le roll-out, donc quand le prototype sort pour la première fois de son hangar. Et là, il y a une très belle cérémonie où d'ailleurs le Concorde prend un E, c'est-à-dire que jusqu'à ce moment, on ne savait pas si ça allait s'écrire comme en anglais sans E à la fin ou comme en français avec un E à la fin. Et là, le ministre britannique qui vient pour ces cérémonies accepte le E pour England, Excellence, etc. et Europe. Enfin bref, donc c'est une très belle cérémonie. Tout le monde pense à l'époque que le vol va avoir lieu dans quelques semaines. En réalité, ça n'aura lieu que donc en mars 69. Pourquoi c'est aussi long? Parce que l'avion est très compliqué. Parce que la structure industrielle qui fait fonctionner ce projet est assez difficile, parce que ce sont des séries de comités, il n'y a pas vraiment ce qui serait un business plan conventionnel de nos jours. C'était une innovation incroyable à l'époque. Au plan technique, c'est très très loin dans le domaine technique, c'est au maximum des capacités de l'époque. Hein. Et donc cette structure est un petit peu lourde, donc il contribue à rendre les choses un peu lentes en ce qui concerne la construction, le développement de l'avion. Et donc en 69, ce prototype décolle pour la première fois. En octobre suivant, eh bien, il va faire son premier vol en supersonique, c'est-à-dire qu'il va passer Mach 1. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Alors, la vitesse du son, tout simplement. La vitesse du son est une référence essentielle en matière aérodynamique. Pourquoi? Parce qu'au passage de la vitesse du son, un grand nombre de perturbations apparaissent autour d'un mobile qui se déplace à la vitesse du son ou légèrement plus vite, même beaucoup plus vite. Il y a ce qu'on appelle des ondes de choc. Et puis, donc, l'aérodynamique de l'ensemble est assez sérieusement perturbée. En kilomètres heure, ça représente
Alors c'est environ 1000 km/h, hein, pour faire simple. Et puis donc pour le Concorde qui voudra voler à Mach 2, eh bien c'est donc 2000 km/h. Hein, voilà. Et donc c'est un défi technique considérable parce que déjà les militaires volent à ces vitesses-là. Mais par exemple avec le Mirage 4 que nous avons derrière nous, le vol supersonique ne peut être tenu qu'une petite vingtaine de minutes, à l'issue de laquelle dans le cockpit, hein, le pilote et le navigateur qui est assis derrière lui, eh bien, ont un petit peu 50 degrés, hein, en cabine. Donc on imagine que pour les passagers d'un avion de ligne, il n'est pas question d'atteindre ces valeurs-là. Alors donc il y a un très grand nombre de défis techniques à résoudre pour ce Concorde. Alors autour de nous, on peut visualiser, vous voyez ces deux entrées d'air. Donc c'est 4 réacteurs pour ce Concorde, 2 accolés de chaque côté. Et là, vous avez une entrée d'air qui est partiellement fermée et une autre qui est grande ouverte. Eh bien, évidemment, la plus ouverte correspond au décollage et à l'atterrissage et la position fermée correspond à la vitesse de croisière. Alors, on pourrait penser qu'il s'agit du fait que, comme beaucoup d'air arrive à grande vitesse, il suffit de fermer un peu la porte parce que le réacteur n'en a pas besoin de temps. Alors, et là, c'est pas aussi simple que ça. En réalité, on pilote ce qu'on appelle donc des ondes de choc obliques. C'est extrêmement compliqué et c'est une régulation extrêmement fine. Il y a un vérin hydraulique qui fonctionne au millimètre près, même moins, qui bouge. En fait, c'est même pas une porte, mais c'en est 2. Et donc là derrière, il y a un régulateur électronique. Et ça, c'est une des grandes nouveautés du Concorde qui va être extrêmement difficile à mettre au point. C'est ce qu'on appelle la régulation électronique du moteur. Il n'y a pas une seule porte qui bouge, mais il y en a plusieurs, plus les volets de tuyère qu'on verra tout à l'heure à l'arrière du réacteur. Tout ça est contrôlé par un calculateur qui, à l'époque, n'est pas un ordinateur. C'est ce qu'on appelle un calculateur analogique. Et dont la mise au point est absolument difficile. Mais enfin bon, les ingénieurs français et anglais, parce qu'il ne faut pas oublier que le moteur est un moteur Rolls-Royce, et donc réussissent brillamment, avec difficulté, ce défi. Les commandes de vol sont aussi, ce qu'on voit, les petits carénages qui sont sous les ailes, eh bien, abritent ce qu'on appelle les servocommandes. Et les servocommandes sont une sorte de vérin hydraulique, hein, qui permettent de bouger les gouvernes qui sont juste derrière. Et Concorde présente une deuxième grande nouveauté, c'est que ces servocommandes sont contrôlées par, là encore, des calculateurs électroniques. Alors, je me permets juste... Je vous en prie. Beaucoup de gens réagissent... beaucoup de gens réagissent déjà à ce Facebook Live et j'ai l'impression que le Concorde a un véritable aspect émotionnel, notamment pour les Français. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cet avion magnifique, de ces sentiments qu'ils ressentent quand on évoque le Concorde? Oui, tout à fait. Le Concorde est devenu un mythe. Lorsqu'on a arrêté son exploitation en 2003, les vols sont devenus absolument collector. Et on peut rappeler l'engouement assez extraordinaire qu'il y avait à Roissy à l'époque. Donc notre entrée, ce sera par là. Et donc, en fait, à 20 km alentour, sur les routes alentour de Roissy, il y avait des voitures qui étaient garées sur les parkings. Les gens étaient dehors pour voir partir ou atterrir un Concorde. Hein. Donc c'était extraordinaire. Hein. Il y a vraiment eu un engouement. Et sur l'aérodrome, enfin l'aéroport de Roissy, il y avait des gens avec des calicots au Concorde, on t'aime et tout. Enfin, c'était vraiment délirant. Hein. C'était devenu un mythe. Et lorsque les derniers vols ont eu lieu, ils étaient vendus à presque aux enchères. Hein. Une place pour voyager. Alors, oui, le Paris-New York pour un vol ordinaire, entre guillemets, parce que c'était la seule ligne qui était exploitée à la fin, c'était environ 7000 €. Hein, donc c'est une somme importante. Hein. Et on a un de nos internautes, Gabriel Nedelec, qui demande combien de personnes pouvaient monter dans le Concorde. C'est à peu près 100, c'est ça? Alors, à l'origine, l'avion a été conçu pour 100 passagers. Alors nous embarquons sur le prototype, hein, par l'échelle arrière, qui n'est pas du tout une configuration qui sera retenue pour l'avion final. Donc 100 passagers ont été prévus au départ, mais à la suite de l'accident de 2000, eh bien, l'avion sera limité à 80 passagers. Voilà. Alors ici, vous pouvez voir une particularité qui est typique d'un prototype, c'est ces câblages orange. Hein. Qu'est-ce qu'il représente?
Eh bien, ça veut dire que ce sont là les paramètres essais qui passent là, hein, ce sont des câblages électriques. Et les câbles gris-blanc, eh bien, eux, sont les paramètres entre guillemets normaux. C'est-à-dire que si ça n'était pas un prototype, il faudrait quand même commander un certain nombre de vannes, alimenter un certain nombre de circuits. Et là, donc, ce serait du câble blanc. Donc là, pour bien expliquer aux gens, pour bien expliquer aux gens, donc, je vous rappelle que nous sommes au musée de l'air et de l'espace au Bourget. Et donc là, nous sommes dans un prototype du Concorde avec Monsieur Roland, notre guide. Alors, vous pouvez nous décrire un petit peu cette... je ne sais pas exactement où nous sommes. Alors, ici, nous sommes dans le fuselage de ce prototype dont nous avons embarqué par l'arrière. Hein. Comme la Caravelle, on prévoyait un escalier à l'arrière sur ce prototype, et bien donc il n'a pas été reconduit sur l'avion de série. Alors vous pouvez constater ici que la cabine est relativement étroite. Derrière moi, vous pouvez voir ici cette encoche qui a été faite dans le toit. Il y en a une autre derrière, une autre devant. En fait, c'est dû au fait que cet avion, pour un de ses derniers vols, on entend la voiture K, là, commandant de bord du premier vol. Donc, quand en mois de juin, on a décidé de faire suivre une éclipse par le Concorde. Hein. Et donc, on a modifié cet avion pour pouvoir recevoir un certain nombre d'équipements astronomiques. Et 7 chercheurs qui ont embarqué en plus de l'équipage entre Las Palmas et N'Djamena, à l'époque Fort Lamy. Et donc le Concorde a permis de suivre la trace au sol de l'éclipse de Lune et qui a permis une observation historique de 71 minutes, si je me rappelle bien, alors qu'au sol, on n'aurait eu une observation que de 8 minutes. Donc, Donc là, c'est donc un prototype, donc ce n'est pas un Concorde qui organisait des vols commerciaux. Et ensuite, nous allons rentrer dans le Sierra Delta, donc la version de série. Alors celui-ci, vous voyez ici dans la partie avant, vous voyez de ces armoires, ces caissons. En fait, il faut imaginer que toute la cabine était remplie de ces caissons. Il y avait 12 tonnes de matériel d'enregistrement. Donc pour les essais, il faut mesurer un grand nombre de paramètres. On les enregistrait sur des baies comme celle-ci, et ensuite on dépouillait tout ça au sol, on analysait les résultats, et enfin, eh bien, on pouvait déduire si l'essai était réussi ou s'il fallait le reproduire. Donc c'était tout un travail qui maintenant est totalement différent parce que beaucoup de choses se font par télémétrie en direct avec l'avion depuis le vol. Hein. Avant le tout premier vol commercial, combien d'heures d'essai, combien de Concorde ont volé avant que des personnes lambda puissent embarquer à bord? Alors, on peut déjà dire que cet avion a transporté quelqu'un d'assez exceptionnel, c'était le président de la République, 2 fois, Georges Pompidou. Hein. Donc pour des vols assez exceptionnels, on entend là sur la bande son l'interview qui avait été réalisée en direct pour un de ces vols. Alors ici, nous sommes donc devant la station des ingénieurs navigants d'essai, et donc c'est le cœur technique de tous ces vols d'essai. Ce Concorde a volé environ 800 heures pour un programme d'essai qui s'est étalé entre donc 69, son premier vol, et 76 pour la fin de la certification. Alors, il n'y a pas eu un seul prototype. Il y a eu un prototype, puis après des avions de pré-série qui se rapprochaient évidemment de la définition de série, mais qui en étaient encore assez éloignés. Et enfin, donc 14 avions sur les 20 produits au total ont été produits au standard série. Mais curieusement, ces avions étaient presque faits artisanalement. C'est-à-dire que, avec une série de 20, entre guillemets... Ça paraît très étonnant de faire le lien entre un Concorde, un avion et l'artisanal. Oui. Mais alors, les productions en aéronautique sont jamais des millions comme en industrie automobile, bien évidemment. Mais tout de même, la production aéronautique des matériels tels que la 320, le 737 ou le 777 ou les Airbus de tout type, c'est quand même sur des critères très industriels, avec une mise en production, des lignes de production, etc. Et Concorde, c'était pas du tout le cas, parce qu'il y avait très peu de machines produites, et puis c'était aussi une autre époque. Et donc, seules 14 machines ont été produites au standard industriel, mais certaines étant assez différentes. Entre les premiers et les derniers, eh bien, il y a une différence de masse à vide qui est 800 kg, par exemple, ce qui est quand même très étonnant, mais donc c'est assez typique de cette machine. Donc là, après avoir passé ici, vous aviez une table traçante qui permettait aux ingénieurs navigants de lire directement certains résultats en vol.
Alors moi, la question que j'avais envie de vous poser, que déjà certains de nos internautes sur le Facebook des Échos nous posent, c'est tout simplement pourquoi le Concorde s'est arrêté. C'est à cause de l'accident, c'est à cause du prix du pétrole, c'est à cause... Expliquez-nous. Euh, J'ai pour habitude de dire que le Concorde s'est arrêté pour trois raisons. Le bruit et le carburant. Le Alors, bruit avait un impact. le bruit deux fois, pourquoi? D'abord parce que l'avion, pour décoller, a besoin de ce qu'on appelle la réchauffe ou post-combustion, c'est-à-dire qu'on réinjecte du carburant. Ici, une vue sur ce cockpit assez exceptionnelle, on pourra commenter éventuellement un petit peu. Donc le bruit au décollage est très, très important. Et donc, c'est un des problèmes pour les aéroports qui doivent le recevoir. Et New York en particulier a fait en sorte de refuser Concorde. Il a fallu une procédure juridique d'1 an pour finalement accepter Concorde sur l'aéroport de New York. Donc les premiers vols n'étaient pas à destination de New York. Non, l'exploitation commerciale française a commencé sur Rio de Janeiro avec une escale à Dakar. Et puis ensuite, un vol sur Caracas via les Açores. Les autorités fédérales américaines avaient quand même accepté Concorde, donc il a pu faire des vols vers Washington. Mais évidemment, le but, c'était d'aller à New York, qui était la ligne la plus facile à exploiter. Deuxième raison en ce qui concerne le bruit, c'est le bang sonique. Je vous disais tout à l'heure que un objet supersonique génère ce qu'on appelle des ondes de choc. Donc cette onde de choc, lorsqu'elle atteint le sol, fait ce qu'on appelle le bang, qui représente un coup de canon. Alors au départ, c'était un problème qui était bien connu, mais il a été difficile d'évaluer son impact. Et en fait, ça s'est assez mal terminé dans la mesure où les avions supersoniques de type Concorde ont été, enfin supersoniques civils, donc de grande taille, donc avec un gros bang, ont été tout simplement interdits au-dessus des espaces habités. Donc on ne pouvait voler en supersonique qu'au-dessus des océans et des déserts. Donc deuxième problème. Par exemple, les Anglais qui voulaient exploiter le Concorde vers l'Australie via Bahreïn et Singapour, pour faire le tour de l'Inde, ils avaient soit on faisait le tour de l'Inde par le sud, ce qui est quand même énorme comme détour, soit on passait au-dessus de l'Inde, mais à vitesse subsonique. Or, l'aile du Concorde, qu'on peut voir ici, l'aile du Concorde prototype et l'aile du Concorde de série sont assez différentes. Mais donc, l'aile du Concorde est totalement optimisée pour le vol à Mach 2. Donc, à 0,95 de Mach, donc pour éviter le supersonique, la consommation est de 30% supérieure. Donc évidemment, ça n'est pas un choix aussi facile que ça. Et puis enfin, le carburant. Alors le carburant, oui, la vitesse coûte très cher. Vous voyez, la cabine, vous avez pu la voir tout de suite, est relativement étroite. Pourquoi? Parce que plus on a de surface qu'on appelle frontale en aérodynamique, plus la traînée est importante. Et évidemment, en supersonique, cette traînée est énorme. Donc on fait l'avion le plus étroit possible. Là c'est un monocouloir avec seulement 4 rangs de sièges de front. Et pour mémoire, la consommation carburant d'un Concorde pour un Paris-New York est d'environ 85 tonnes de kérosène. Par rapport à un vol classique, ça représente... Eh bien justement, j'y viens. Le 747 consomme aussi 85 tonnes de pétrole pour traverser l'Atlantique entre Paris et New York. Mais la différence, c'est qu'il y en a un qui y va en 3h30 et l'autre en 7h30. Et en transportant 400 passagers pour le 747 et 100 passagers pour le Concorde. Donc si vous faites les calculs, au 100 km parcourus pour comparer avec une voiture par passager, le 747 c'est 5 litres au 100 par passager et le Concorde c'est 17. Donc vous voyez, la différence est colossale et c'est bien lié au fait que la vitesse coûte très cher. Passer à Mach 2, c'est possible. Techniquement, les ingénieurs de ces années-là ont été capables de maîtriser ce défi considérable, mais il a un coût. Alors, je dis bien, ça paraît étonnant de nos jours, mais en 1960, lorsque cet avion a été lancé, le pétrole était disponible en quantité infinie pour l'éternité. Et donc, les ingénieurs ont pu construire et donner libre cours à leur créativité, à leur savoir-faire. Et donc, aboutir sur ce projet qui, de nos jours, ne serait pas aussi facile que ça à démarrer, simplement à démarrer. Avec d'autres raisons techniques, entre autres le fait qu'il faut un moteur. Le Concorde avait un moteur d'origine militaire qui était sur des bombardiers britanniques. Et donc, à l'heure qu'il est, il n'y a pas vraiment de moteur qui soit capable de propulser un avion de cette taille dans le domaine supersonique pour transporter des passagers. Certains projets évoquent la possibilité de vol d'avions d'affaires. Alors, on parlait de l'arrêt du Concorde. L'accident de juillet 2000 n'a eu aucun impact sur l'arrêt de cet avion?
Alors, oui et non. D'abord, Concorde, lorsque l'accident a eu lieu, a subi une mesure absolument exceptionnelle. C'est-à-dire qu'il a été arrêté de vol. Donc, d'un commun accord entre les gouvernements français et anglais, on a eu un arrêt de vol de cet avion. Il a été remis en service en 2001, en novembre 2001, évidemment, à un moment très, très défavorable pour le transport aérien. Et donc, au début, il y a eu quelques vols de promotion avec des invités. Et puis après, on s'est aperçu que, hélas, les passagers n'étaient pas en très grand nombre sur les vols vraiment commerciaux, si je puis dire, hein, c'est-à-dire sans invités. Alors, donc tout de suite, les responsables d'Air France et de British Airways ont commencé à se poser de sérieuses questions sur la pérennité de l'exploitation. Un autre paramètre est arrivé, c'est l'avion datait donc du début des années 70. Hein, et ces avions n'avaient pratiquement pas été modifiés. Hein. Après l'accident, il y a eu quelques modifications pour améliorer la sécurité. Mais donc, grosso modo, ces avions ont continué en l'état d'origine, si je puis dire, sur une vingtaine d'années. Et là se posait le problème des pièces détachées. Et en 2003, donc les constructeurs, les lointains descendants, parce que c'était Sud Aviation Aérospatiale, après c'est devenu Airbus Industrie, donc ont fait savoir qu'on ne pourrait plus garantir les pièces détachées au-delà de 2003. Donc là, ça signait l'arrêt potentiel des machines, bien sûr. Et puis, l'aspect financier, la difficulté d'entretenir cet avion, les difficultés d'exploitation aussi, parce que bon, c'est un avion très particulier, c'est une espèce de Formule 1, une image, c'est la Bugatti 1937 pour faire le travail des bus de la RATP, quoi. Donc c'est vraiment très particulier. C'est à la fine pointe des techniques des années 60 et bon, ça pose quelques difficultés. La fiabilité n'est pas toujours au rendez-vous, à tel point qu'Air France utilise en fait pour chaque départ 2 avions. C'est-à-dire que vous avez 2 avions à Roissy qui sont préparés pour le départ de New York du matin et vous en avez 2 à New York qui sont prêts également, hein, qui sont utilisés en alternance pour chaque vol. Donc c'est quand même une exploitation très très particulière. Alors, il y a Christian qui nous demande, et puis c'est pas le seul, est-ce que c'est prévu qu'il y ait un nouveau Concorde, qu'un jour on le retrouve encore dans le ciel? Pour l'instant, non. Ce que je disais, hein, les moteurs pour propulser un avion de cette taille en vitesse supersonique ne sont pas disponibles. Et de toute façon, on ne ferait certainement pas tout à fait pareil. Alors, il y a, pour information, il y a quand même eu une version de développement qui a été envisagée, le Concorde B, qui prévoyait une aile un peu plus grande, des nouveaux moteurs qui n'existaient pas, hélas, mais qui étaient un quart plus puissants, si je puis dire, et avec une aérodynamique modifiée au niveau de l'aile, etc. Donc tout ça, c'était envisagé disons, dans les années 80, mais ça n'a pas abouti. Les finances n'étaient pas disponibles pour ce projet. Alors, de nos jours, qu'est-ce qu'on ferait? Eh bien, si on avait le moteur, toujours le même problème, eh bien, on ferait un avion qui aurait peut-être une forme très très proche, mais on le ferait plus simple. C'est-à-dire qu'au lieu de voler à Mach 2, et donc avec obligation de ces portes dans les entrées d'air, hein, telles qu'on les a vues tout à l'heure, eh bien, il faudrait certainement envisager une version qui volerait un tout petit peu moins vite, avec des entrées d'air fixes, c'est-à-dire qu'on volerait peut-être à Mach 1,6, 1,7. Et donc les projets actuels s'orientent, alors projets qui sont, comme je vous disais tout à l'heure, hein, plutôt liés à l'aviation d'affaires pour l'instant, hein, parce que là les moteurs sont disponibles, hein, donc pour des machines qui embarquent 6, 10 passagers. Ah, de toute façon, la consommation carburant et le respect des normes qui sont quand même importantes hein, en matière de pollution, etc., eh bien, imposent un niveau technique qui est difficilement atteint aujourd'hui encore. Alors, vous le disiez tout à l'heure, mais que les gens comprennent bien, un Paris-New York, c'était environ 7000 euros, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc, qui était la clientèle de Concorde? Alors, c'était le who's-who, hein, si vous voulez. Hein, c'est-à-dire que c'était vraiment les diplomates, les vedettes d'Hollywood, les grands patrons, comme on dit. Hein, et donc, les gens qui étaient là étaient une clientèle vraiment triée sur le volet.
Et en fait, il y avait un traitement commercial très particulier de ces passagers, parce que d'abord, ils étaient parfaitement identifiés, connus nommément, etc. Le personnel de cabine, hôtesse et steward, était équipé de listes complètes pour savoir ce que monsieur ou madame préférait, plutôt le Grand Bordeaux ou plutôt le Bourgogne au moment du repas. Il n'y avait pas de questions inutiles, on arrivait tout de suite avec ce qu'il fallait. Et donc, c'était un service première classe plus, hein, parce que pendant tout le vol, pratiquement, ça n'était qu'un repas. Hein, avec, à la fin, on distribuait même des cigares, bon, qui n'étaient pas utilisés, mais on distribuait quand même des cigares. Parce qu'on pouvait fumer. C'était encore une époque où on pouvait fumer dans les avions. Ouais, absolument. Ça paraît étonnant de nos jours. Mais donc, c'est un service très spécialisé, avec un petit détail, par exemple, les gens n'embarquaient pas à bord avec leur manteau en hiver. Ils se débarrassaient du manteau, pour simplifier l'embarquement, ils se débarrassaient du manteau qu'on prenait sur un portant dans l'aérogare, et là, un personnel d'escale déplaçait le portant vers l'avion avant que les passagers n'embarquent, et ensuite les passagers arrivaient et prenaient leur place. Et donc, ils étaient déjà en costume, enfin bon, dans la tenue qu'ils allaient avoir pendant le vol. D'accord, donc rentrer dans le Concorde, c'est presque comme rentrer dans une discothèque. Un peu quelque chose comme ça, oui. Oui, c'est vraiment un avion exceptionnel à ce point de vue aussi. Ça y est, nous allons donc rentrer à l'intérieur du Concorde. Cet avion en particulier, ça a été l'un des derniers Concorde à avoir effectué un vol commercial. Voilà, oui, c'est le dernier Concorde à avoir fait un vol commercial le 31 mai 2003. Alors ici, vous avez une cabine qui a été déséquipée en partie, qui permet de montrer un peu la taille de la machine, mais on verra vers l'arrière la cabine dans sa configuration du dernier vol. Hein. Alors ici, nous avons un cockpit. Vous pouvez constater éventuellement que il est très différent du cockpit du prototype. Hein, et vous pouvez voir aussi que, grosso modo, vous avez un siège par membre d'équipage, bien évidemment. Donc à gauche, le commandant de bord, à sa droite, le copilote, et au milieu, un troisième siège qui est celui du mécanicien navigant. Le rôle du mécanicien navigant est essentiel sur un avion comme le Concorde parce qu'il est extrêmement compliqué. Le vol avec un Concorde demande beaucoup d'attention. C'est un avion extrêmement exigeant pour tous ses équipages, aussi bien PNT, c'est-à-dire pilote et mécanicien navigant, que PNC, c'est-à-dire hôtesse et steward. L'avion va très vite. Il faut garder en permanence ce qu'on dit être devant l'avion, hein, c'est-à-dire qu'il faut, dans le cerveau de l'équipage, il faut voler plus vite que l'avion, en fait. Hein, ce qui n'est pas simple du tout, surtout quand on voit que cet avion est entièrement classique au niveau technique. C'est-à-dire, vous voyez, les instruments sont tous des instruments classiques à aiguille. Et ça n'a rien à voir avec les cockpits contemporains qui sont entièrement bardés d'écrans avec clavier d'ordinateur, etc., etc. Donc c'est vraiment une autre technique et elle a dû être mise en œuvre jusque dans donc le début des années 2000, alors que déjà les autres avions disposaient de liaisons par satellite, etc., ce que n'avait pas le Concorde, hein, alors que le vol était plus rapide, plus difficile à mener aussi, hein, parce que le Concorde volait en permanence à la limite de ses performances. Il ne pouvait réaliser un vol vers New York qu'en étant constamment à la limite de son domaine de vol. Ces pilotes, c'était un peu l'élite. Les équipages de Concorde étaient très très limités en nombre, hein, puisque il y avait donc à Air France 5 machines en exploitation sur les 7 qu'Air France a reçues, et pour les vols Concorde, il y avait 11 équipages. Alors principalement à Air France, on a fait un aller-retour New York quotidien, et puis de temps en temps, il y avait un vol qui était lancé pour faire un tour du monde, ce qu'on appelait. Et puis, alors le tour du monde, un équipage embarquait pour faire plusieurs escales autour du monde. Alors, soit on visait le non-stop, c'est-à-dire qu'on changeait d'équipage au milieu, mais que les passagers restaient à bord, alors avec des vols qui ont été des vols de record. Et puis, soit on faisait plusieurs escales, et donc là, on faisait un tour du monde sur quelques jours, mais donc là, c'était des vols très spéciaux, évidemment très coûteux, mais donc qui étaient assez exceptionnels, bien évidemment. C'est un avion qui avait une dimension politique, géopolitique également, plus que n'importe quel autre avion. Politique, dans une certaine mesure, oui, parce que dès le départ, comme je vous ai dit, c'est un avion qui a été lancé par un accord diplomatique. C'est très curieux, mais c'est comme ça. Et d'autre part, lorsqu'il a été lancé,
les industriels, les gouvernements se sont aperçus que les coûts associés au développement de cette machine étaient très très élevés. Donc il y a eu des doutes. Mais comme l'accord diplomatique ne prévoyait pas de clause de sortie, bah, on est allé au bout. Donc, et puis ensuite, eh bien, l'aspect politique, ça a été quand les compagnies aériennes ont annulé leurs commandes. Il y a eu jusqu'à 80 commandes dans le carnet. Et puis en 73, les compagnies américaines ont commencé à annuler leurs commandes, qui ont été suivies par l'ensemble des autres 18 compagnies clientes, sauf Air France et British Airways, qui évidemment, pays producteurs de la machine, donc ont gardé leurs options sur leur Concorde. Donc les 14 Concorde produits, 7 ont été attribués parce qu'à la fin c'était donné pour un franc symbolique en France et une livre symbolique en Angleterre, donc ont été attribués à British Airways et 7 ont été attribués par Air France. D'accord. Alors, on va... Un autre petit détail que vous pouvez voir ici, c'est la taille des toilettes. Ah, ça c'est donc les toilettes. Voilà, c'est tout petit. Hein. Et donc les Anglais qui ont un certain sens de l'humour disaient qu'avant de rentrer dans un Concorde, il était de bon ton, parce que le lavabo évidemment est d'un côté, il était de bon ton de savoir ce qu'on allait y faire, et donc de rentrer dans un sens ou plutôt dans l'autre. Voilà. C'est une des caractéristiques de cet avion. Tout est petit. L'équipage commercial a ce qu'on appelle des galets, là où sont préparés les repas, qui sont de toute petite dimension également. Vous voyez ici, c'est un de ces fameux vestiaires hein, où on mettait les vêtements, les manteaux des passagers. Donc là, vous voyez, c'est aussi de toute petite taille. Un des... Voilà, alors je sais pas, oui, non, bah, ça va. Donc ici, vous avez le Mach-mètre, hein, la fameuse petite fenêtre où était indiqué le Mach, pour que les passagers sachent en permanence quelle était la vitesse. Parce qu'évidemment, quand on est supersonique, il est de bon ton de le savoir. Parce que dans la cabine, on ne le sait pas. Ça ne fait pas de bruit, ça ne vibre pas, c'est tout à fait normal comme vol. Donc vous voyez ici... Alors, ce qui me frappe, c'est la première fois que je monte dans un Concorde. Est-ce qu'il y avait des sièges que d'un côté? Non, pas du tout. Juste pour le non, musée, on va s'avancer un petit peu et vous allez voir en partie arrière la cabine telle qu'elle était pour son dernier vol. Donc ici, pour le musée, pour faciliter la circulation des visiteurs, eh bien, on a enlevé la moitié des sièges. Hein. Et ici, d'ailleurs, les sièges ne sont pas en équipement complet. Bon. Alors, vous voyez ici, si vous voulez avancer devant moi. Bon, ben, on va peut-être être obligé de suivre l'instruction. Mais au passage, donc, vous pouvez voir la cabine avec ses 4 rangs de front, hein, qui étaient avec à l'arrière, vous voyez une hôtesse qui est un mannequin d'hôtesse, bien sûr, qui est représenté. Et il y avait un uniforme spécial hein, pour les hôtesses et stewards du Concorde, hein, qui était utilisé à bord du Concorde seulement. Je crains qu'on ne soit obligé de respecter l'injonction sécuritaire. Donc, au passage, on peut voir quand même la voilure. Alors, cette voilure était ce qu'on appelle une voilure delta, c'est-à-dire une aile triangulaire vue de dessus, mais évidemment très amendée, à tel point qu'on l'appelait sur Concorde, on l'appelait delta gothique. Alors, ici, vous avez les pneus de nouvelle génération qui avaient été développés par Michelin après l'accident, donc ce qu'on appelle NZG, et donc qui ont permis la reprise des vols en toute sécurité par rapport au scénario de l'accident de 2000. Donc ici, 9h40. Ici, donc, une vue sur le train avant. Jean-Marie Perrier, qui était l'ingénieur navigant d'essai responsable du vol, du premier vol du prototype, disait que le point commun entre les deux modèles de Concorde, la série et le prototype, c'était le train avant et les rivets. Tout le reste était différent.
Donc, alors évidemment, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire en plus sur ce Concorde, mais compte tenu de l'environnement sonore, je pense que si vous avez d'autres questions, ce serait mieux qu'on les pose à l'extérieur. Voilà. Alors, n'hésitez pas si vous avez des questions à poser à monsieur Roland sur le Concorde, c'est le moment. Moi, je me demandais aujourd'hui quel avion se rapprocherait un petit peu du Concorde en termes de, bon, les supersoniques non, mais en termes de capacité. Alors, en termes de capacité, il y a assez peu d'avions qui soient aussi petits que le Concorde, c'est-à-dire avec une capacité à 100 passagers. En fait, ce sont des moyens courriers dans le domaine les plus petits, hein, c'est-à-dire. Ah, technique. Ah, alors là, les choses ont complètement évolué. C'est-à-dire que Concorde était très innovant en aérodynamique, en technique de régulation des moteurs, les commandes de vol, tout ça, c'était tout nouveau à l'époque. Également tout nouveau sur le Concorde, les freins au carbone qui sont diffusés après, bien entendu. D'ailleurs, on peut dire que Concorde a connu un succès commercial assez modeste. Mais ces innovations techniques qui ont été développées pour le Concorde ont été très utiles après sur l'Airbus. Hein. Donc ces technologies qui ont été développées pour le Concorde, régulation électronique des moteurs, commande de vol électrique, frein au carbone et aussi déplacement du carburant en vol ont maintenant un usage quotidien sur tous les Airbus actuellement en vol. Donc on peut dire que Concorde a permis d'ouvrir un certain nombre de domaines techniques qui sont toujours utilisés. Alors de nos jours, les avions de ligne qui volent ont d'abord aucun rapport au niveau performance. Ils sont tous subsoniques. C'est-à-dire que aucun ne dépasse 0,85, 0,90 de Mach en vol de croisière. Mais les technologies ont été totalement différentes, hein, sont maintenant totalement différentes. C'est-à-dire que beaucoup de choses maintenant sont gouvernées par ordinateur. Donc il s'agit de techniques qui permettent le vol automatisé, avec un grand nombre d'applications qui évidemment n'étaient pas disponibles dans les années 60. Vous avez par exemple aussi la possibilité d'avoir Internet à bord, ce qui évidemment au début des années 60 n'était pas possible. Mais vous avez, quand vous regardez par exemple le cockpit d'un A380, dont un exemplaire vient d'arriver au Bourget d'ailleurs, le quatrième prototype, eh bien vous voyez une succession d'écrans, de claviers d'ordinateur. La technologie de ces avions-là est très innovante également, mais dans des domaines assez différents. Les moteurs n'ont absolument rien à voir, c'est ce qu'on appelle les doubles flux à grand taux de dilution qui sont également sur 747, les premières générations étaient là. Donc ces moteurs très très larges, de très grand diamètre, avec des poussées très importantes, de 40 à 50 tonnes, et qui propulsent à 350, 787 et à 380. Donc tout ça est totalement différent et est innovant par une nouvelle aérodynamique également qui a été améliorée pour les voilures subsoniques, mais beaucoup par l'utilisation généralisée de l'informatique de bord, hein, pour simplifier, on va dire. Abdelak me demandait si les aéroports avaient des exigences particulières pour accueillir le Concorde. Alors, à part New York qui a essayé d'interdire l'arrivée de Concorde, non, il n'y avait pas de particularité au sol. C'est un avion relativement petit, donc il est facile à recevoir auprès des aérogares. Par contre, le Concorde, avec, disons, les particularités d'un avion très rapide, c'est-à-dire que sa voilure, comme je disais tout à l'heure, est adaptée à Mach 2. Alors, à Mach 0,95, donc en croisière subsonique, il consomme déjà 30% de plus qu'à Mach 2. Mais à basse vitesse, cette voilure delta n'est pas optimum. Et donc, l'idée est de réduire la vitesse le plus tard possible pour l'atterrissage. Donc, là où un avion de ligne conventionnel peut commencer son approche, disons, à une dizaine de kilomètres à 250 nœuds. 250 nœuds, c'est un peu plus de 500 à l'heure. Eh bien, pour un Concorde, il était préférable d'être à 300 nœuds, hein, à ce moment-là. Donc, toute la partie approche initiale devait être menée, disons, avec la bienveillance des contrôleurs, qui acceptaient que le Concorde vole
à plus de 250 nœuds, c'est-à-dire au-dessus de la vitesse théoriquement prévue réglementairement en dessous de 3000 mètres ou 10 000 pieds, et donc que Concorde puisse garder le plus longtemps possible cette vitesse de 300 nœuds. Le pilote automatique et l'automanette, donc qui gérait la poussée, permettaient de réaliser ces approches à grande vitesse. L'alarme s'est un peu calmée. Voilà, c'est beaucoup mieux. Alors justement, vous voyez au fond là-bas, on peut peut-être avancer un petit peu. Nous avons deux questions de Olivier. Oui. Qui demande déjà quelle était la température du fuselage à pleine vitesse et qui demande aussi si cet avion était capable de planer sur quelle distance. Alors, la température maximum qu'il y avait à la pointe du nez ou sur les bords d'attaque des ailes, c'est-à-dire la partie avant des ailes, était de 127 degrés. Cette température était le maximum qui ne pouvait en aucun cas être dépassé parce qu'au-delà, les caractéristiques de résistance du métal dont est fait Concorde, alliage d'aluminium spécial qui avait été choisi pour le Concorde, eh bien la structure du Concorde n'aurait pas pu tenir les efforts du vol. Donc il fallait vraiment respecter cette température. Alors, tout l'avion n'est pas à 127 degrés, mais l'ensemble du fuselage est entre 100 et 90 degrés. La peau, je veux dire l'extérieur. Donc il faut que le système de conditionnement d'air étale cette température de peau. Et une autre des conséquences, c'est que cet avion se dilate. En fait, en vol, il mesure 20 cm de plus qu'au sol. Oui, c'est une des grandes particularités du Concorde et qui se visualisait très bien au niveau du cockpit, à l'arrière du cockpit, au niveau du poste du mécanicien navigant. Vous aviez le panneau du mécanicien navigant et à côté, il y avait une cloison. Merci. Et donc, au sol, eh bien, la cloison et le panneau du mécanicien navigant étaient accolés. Et puis, lorsque on arrivait en croisière, donc l'avion dilaté, eh bien, il y avait un léger écart qui apparaissait entre le panneau et la cloison, et on pouvait y passer la main. Et pour le tout dernier vol qui a eu lieu en novembre, ça s'appelait le Bristol Tour au-dessus de l'Angleterre, eh bien, le mécanicien navigant a laissé sa casquette dans cet espace pour marquer ce dernier vol. Et elle y est toujours. On ne pourra jamais la retirer en fait, parce que l'avion évidemment s'est rétracté après au sol. Donc c'est une machine qui à ce point de vue a vraiment de grandes particularités. Ça veut dire que toute la structure, y compris quelque chose d'important, c'est-à-dire l'étanchéité des réservoirs, doit être conçue pour encaisser cette dilatation. Les commandes de vol aussi. Alors je vous ai dit qu'elles étaient électriques, c'est-à-dire qu'elles sont pilotées par des ordinateurs, enfin pas des ordinateurs à l'époque, mais des calculateurs. Mais il y avait quand même une chaîne de commandes de vol de secours mécanique, et donc il fallait que ces suites de biellettes, de renvois, etc., soient capables d'étaler cette dilatation. Donc c'était un des grands défis au niveau de la structure de cet avion qui a été bien dominé par les ingénieurs franco-britanniques. Deuxième question. Oui, alors ce serait d'abord juste pour répondre à Christian, non, il n'y a plus de Concorde qui volent de façon commerciale ou non commerciale, ça n'existe plus. Ça serait quoi aujourd'hui l'avion? C'est quoi l'avion commercial le plus rapide au monde en ce moment, vous savez? Actuellement, tous les avions commerciaux volent à la même vitesse à peu près, c'est-à-dire de l'ordre de 0,85 de Mach, environ 900 km/h. Toutes les entreprises, de nos jours il n'y en a plus beaucoup, c'est-à-dire qu'il n'y a plus que Boeing et Airbus, dessinent leurs avions de sorte à ce qu'ils soient efficaces au plan carburant. Et donc il est clair que passer au-delà de ces vitesses-là ne représente plus un intérêt commercial opérationnel. Donc, parce que dès qu'on monte, plus on monte vers le Mach 1, c'est-à-dire que là, si on monte à 0,90, 0,95, etc., alors certains avions en vitesse maximum, je dirais en descente motorisée, peuvent le faire, mais ça n'a aucun intérêt, parce que pour un point de Mach ou 2, par exemple, passer de 0,84 à 0,86, vous augmentez la consommation de 10 à 15%. Donc on peut le faire, techniquement c'est possible sur un avion de ligne, mais on ne le fait jamais, sauf dans des cas exceptionnels lorsque l'équipage décide d'accélérer son vol
pour rattraper un retard, par exemple. Mais c'est un bilan qui est fait en équipage, hein, et voire même, il y a des instructions des compagnies qui sont très très précises en la matière. Oui, non, est-ce qu'on accepte le vol accéléré et à quel prix et combien de fois, etc. Donc ça peut être, enfin techniquement c'est possible, mais de peu, hein, 2 points de Mach, hein, c'est peu de choses pour beaucoup de carburant consommé en plus. Alors, malheureusement, quand on évoque le Concorde, c'est difficile de ne pas parler de l'accident du 25 juillet 2000 qui a entraîné plus de 100 morts. Et qu'est-ce qui s'est vraiment passé ce jour-là? Ah oui, épisode difficile, ouais. Alors, en réalité, un avion avait décollé sur la piste qui a utilisé Concorde pour ce vol donc vers New York. C'est un vol est un peu particulier, c'est un vol charter. Donc il était plein complet. Bien sûr, parce que Concorde on décollait toujours plein complet, mais en plus avec charge maximum des passagers, ce qui était rarement le cas pour les vols vers New York, hein. Il y avait en général quelques places libres. Et là, non, l'avion était donc à la charge maxi. Et sur la piste, une pièce avait été laissée par un avion au décollage. En fait, c'était un DC-10 d'une compagnie américaine qui n'avait pas été entretenue, disons, au meilleur standard, hein, pour être politiquement correct. En fait, c'est un infâme bricolage, soyons précis. Et une pièce est tombée d'un des réacteurs dans le courant du décollage. Cette pièce, c'était en fait une lame de métal qui était en V et qui est tombé sur la piste sur champ. Donc c'est une espèce de couteau qui était mis à la verticale sur la piste. Et un pneu du Concorde est passé au moment du décollage, donc à la vitesse la plus élevée, et a été coupé par cette lame. Et le pneu a explosé. Un grand nombre de fragments donc sont partis avec une énergie énorme parce que les roues tournent à ce moment-là évidemment à la vitesse la plus élevée. Le Concorde décolle très vite, hein. Je vous disais tout à l'heure que l'aile est quand même adaptée aux hautes vitesses et donc ça veut dire qu'il décolle à 200 nœuds au lieu d'un 160 nœuds pour un 747 cargo chargé maxi, hein. Donc c'est un avion très rapide au décollage, donc les roues tournent très très vite au moment d'un décollage de Concorde. Donc la roue explose. Un très grand fragment de 4 kg qui a été retrouvé sur la piste après va taper en dessous de l'aile et à la suite de quoi il y a une onde de choc dans ce réservoir. L'aile est un réservoir bien évidemment, hein, et donc c'est plein de liquide. Le liquide est incompressible et donc ce choc sous l'aile provoque une onde de choc à l'intérieur du réservoir qui se traduit par une fuite massive de carburant. Donc, un grand panache de carburant se produit sous l'aile. Hélas, ça finit par démarrer un incendie très important. Et dès le départ, un moteur est perdu. Et puis, du fait de la progression de l'incendie qui remonte l'onde de flamme vers l'avion, eh bien, finalement, ce n'est pas un moteur qui est perdu, mais 2 moteurs, d'une part, et d'autre part, du même côté. Alors, cette configuration, d'autre part, à la suite de l'éclatement de ce pneu, les circuits hydrauliques qui permettent de rentrer le train d'atterrissage au décollage ont été désactivés. Et donc, au total, l'avion est avec 2 moteurs en moins du même côté, train sorti. Alors, cette configuration avait été vérifiée durant les essais en vol et l'avion était contrôlable à condition de maintenir une vitesse minimum de 300 nœuds. Hélas, là, au décollage, l'avion a pratiquement jamais dépassé 200 nœuds, donc c'était fini, il n'y avait aucune chance d'en garder le contrôle. Donc l'équipage a envisagé un court instant de se poser au Bourget, mais ça n'était même pas possible. Et donc finalement, ils ont perdu le contrôle au niveau de la patte de Gonesse. Et ils se sont écrasés au voisinage d'un hôtel, ce qui a contribué à ajouter quelques victimes à la liste, hélas. En fait, pour terminer, je vais déjà rappeler aux gens que nous sommes en direct du musée de l'air et de l'espace au Bourget en région parisienne. On reviendra d'ici quelques semaines avec Monsieur Roland, notre guide, pour vous présenter, vous faire découvrir les coulisses d'un 747. Pour les gens qui auraient la curiosité de ce musée, est-ce que pour terminer, vous pouvez nous expliquer qu'est-ce qu'on y trouve dans ce musée? Alors, le musée de l'air et de l'espace du Bourget est un des plus beaux musées du monde. Allez, je dirais même que c'est le plus beau. Et donc, en fait, il a été
développé à partir d'une idée qui est très ancienne, c'est 1919. C'est Albert Caquot, qui est un immense ingénieur français de cette époque, qui a eu de très grandes responsabilités pendant la Première Guerre mondiale et qui en a eu aussi juste avant la Seconde Guerre mondiale. Puis après, il a été un monsieur très très important dans beaucoup de domaines. Par exemple l'usine marémotrice de la Rance, etc., dans les années 60. Et M. Albert Caquot, dès 1919, avait eu l'idée qu'il fallait faire des musées pour les nouvelles technologies qui s'étaient développées au début du XXe siècle. D'où un conservatoire, à l'époque c'était le mot, pour l'aviation, et puis c'est devenu le musée de l'air qui, après plusieurs lieux de vie, en quelque sorte, est arrivé au Bourget en 1974 quand Roissy a ouvert. Et donc, ici, les collections sont énormes. On a dans les collections du musée de l'air environ 400 avions, dont seulement une centaine sont présentés. Et 400 avions, hélicoptères, etc. Puis un volume très important de documentation, d'objets divers ayant rapport avec l'aviation. Et donc, c'est vraiment un très ancien et très important musée mondial dans le domaine de l'aviation. Alors, on peut rappeler qu'il est ouvert tous les jours, hein, sauf le jour de Noël et le 1er janvier, que c'est gratuit. Seuls sont payants l'accès aux avions comme le Concorde 747, on vous demandera une petite contribution. Mais dans le billet, vous aurez aussi la possibilité de visiter le C-47 Dakota dans le hall de la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est un musée qui est pas loin du tout de Paris, qui est là, c'est assez mal connu, même des gens, des habitants de la région parisienne. Hein. C'est dommage, mais c'est, à mon point de vue, vraiment un musée qui gagne à être connu. Et vous pouvez y venir avec vos enfants, vos petits-enfants, parce qu'il y a aussi des activités qui sont dédiées à la population très jeune, je dirais aux visiteurs très jeunes. Et puis évidemment, vous pouvez voir ces machines qui sont quand même mythiques. Hein. Le Concorde, évidemment, c'est le point d'orgue du musée, hein, si je puis dire, et avec 2 Concordes. Hein. Ce n'est pas un seul Concorde, et puis ce ne sont pas des maquettes, hein, ce sont des vrais. C'est-à-dire que le prototype qui est là, c'est le prototype qui a volé pour la première fois à Toulouse. Celui-ci, c'est celui d'Air France qui a volé pour la dernière fois en commercial. Donc c'est vraiment... quelques exceptions en ce qui concerne les maquettes, c'est le hall de l'espace, parce que nous sommes aussi musée de l'air et de l'espace, qui est là encore une exception au niveau mondial, hein, parce que beaucoup de musées aéronautiques ne prennent pas en compte l'espace, je dirais. Ce sont des musées un peu plus spécialisés. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, monsieur Alain Roland, pour cette visite dans l'histoire de l'aéronautique française. Merci à tous de nous avoir suivis jusqu'en Nouvelle-Calédonie, je vois ça. Et à très bientôt pour un prochain Facebook Live sur le Facebook des Échos. Bonne journée à tous, merci, au revoir.